Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue à la présentation d'Azure ML Service et plus particulièrement sur la fonctionnalité AutoML sur les séries chronologiques. Donc je vous propose d'utiliser le notebook numéro 4 AutoML Forecast et ce notebook va nous permettre de répondre à une problématique d'AutoML, cette fois non pas sur un problème de classification ou de régression, mais sur la prise en compte de séries chronologiques. Si l'on regarde la documentation sur la partie AutoML, comme vous pouvez le voir, nous avons différentes approches possibles pour gérer des séries temporelles. Les approches classiques de régression, les approches auto-ARIMA qui nous permettra de définir automatiquement le meilleur modèle ARIMA suivant l'approche Box-Jenkins, ou d'utiliser Prophet qui est la bibliothèque Python et R d'ailleurs de Facebook pour répondre aux séries chronologiques avec la possibilité de faire la désaisonnalisation de processus ainsi que bien d'autres modèles. Donc l'idée de l'AutoML, c'est non seulement de définir automatiquement la meilleure approche, mais de faire une transformation des données et de définir les hyperparamètres lorsqu'il y en a suivant les modèles qui ont été retenus. Le modèle numéro 4 illustre un peu tout cela. Donc il s'appuie sur des séries temporelles bien évidemment, et je m'appuie ici sur un jeu de données caractéristiques ici de mesure autour de pollution. Donc j'ai des métriques ici qui sont journalières, j'ai ici une colonne date. Bien sûr le prérequis c'est d'avoir une colonne date et d'avoir ici différentes colonnes. Donc j'ai le niveau de CO2, j'ai la vitesse du vent, l'humidité, la concentration en poussière, en dioxyde de soufre, en ozone, etc. Donc quelques traitements statistiques descriptifs dans un premier temps pour afficher le data frame, faire quelques graphiques ici pour regarder la distribution du CO2 au cours du temps, de la température, de la vitesse du vent, de l'humidité, etc. Le chapitre numéro 4 du notebook permet cette fois de définir la problématique AutoML. Donc quelques informations sont nécessaires. Les informations nécessaires, c'est bien évidemment la variable cible que vous voulez modéliser. Donc la target column name, ce que je souhaite modéliser ici, c'est le niveau de CO2. Donc je vais définir la colonne CO2 comme étant ma variable cible. Je dois définir un autre paramètre qui est obligatoire, qui est la colonne qui contient la colonne de date ou de datetime. Ici, elle s'appelait date effectivement dans mon data frame. Si je reviens un tout petit peu en haut, effectivement, c'est la colonne date qui figure ici que je vais utiliser. CO2, c'est ce que je souhaite modéliser. Et puis j'ai d'autres colonnes qui vont peut-être ou pas d'ailleurs servir de variable explicative dans mon modèle. J'ai la possibilité, ce n'est pas le cas ici, de définir effectivement un niveau d'agrégation. Donc ça c'est particulièrement utile si j'avais eu par exemple des niveaux de pollution par pays ou par ville, ou si j'avais des séries temporelles avec des montants de transactions, donc de vente de produits. Si j'avais par exemple des informations géographiques ou des canaux de vente, eh bien j'aurais pu faire automatiquement autant de modèles qu'il y a de modalités dans là ou les colonnes que je définirai ici. Donc ça c'est assez intéressant, mais ici j'ai qu'un seul point de mesure, donc je n'ai pas de sous-modèle à déterminer. Je vais faire mon partitionnement de données, j'ai tout simplement choisi une date spécifique ici, le 1er octobre 2019, pour faire ma séparation entre base d'apprentissage et base de test. Je vais définir ici, ça c'est également un paramètre qui est nécessaire, c'est la longueur de la prévision. Donc ici je suis sur des données journalières et donc je vais faire une prévision à 30 jours. Si j'avais des données mensuelles et si j'avais choisi 12, j'aurais fait des prévisions pour les 12 prochains mois, bien évidemment. Donc on choisit ici l'horizon qu'on souhaite utiliser. Je définis ici ma problématique d'AutoML. Je suis bien sur un sujet de forecasting. J'ai toujours mes critères d'arrêt éventuellement, où je peux définir une durée en minutes max par itération ou par expérimentation. Je fais une validation croisée. Je retrouve mes paramètres. Je peux définir ici un target lag. Et ça va m'aider à faire mon modèle. J'ai fait mon processus. Ça m'a pris 5 minutes ici pour trouver mes 15 modèles que j'ai pu, mes 15 pipelines que j'ai pu utiliser. J'ai le petit widget que je peux manipuler si je le souhaite et je vois tout de suite que mon meilleur modèle c'était un ElasticNet. Alors j'avais d'autres approches, mais ElasticNet avec cet opérateur de transformation des données me donne un résultat tout à fait acceptable par rapport à la métrique de choix de modèle
qui est ici la métrique Normalized Road Mean Error, c'est celle que j'ai retenue. Je peux bien sûr, c'est toujours le même principe, aller voir du côté des expérimentations les résultats qui ont été obtenus. Donc là, je bascule dans le studio, qui est mon interface en tant que data scientist. Je suis dans la partie expérimentation. J'ai toujours le meilleur modèle qui s'affiche en premier temps, les informations sur la qualité des données, et ensuite la liste des différentes itérations. Je peux télécharger le pickle de chacune des itérations. J'accède à une itération, ici c'est un ElasticNet avec cet opérateur de normalisation des données. Je peux voir la visualisation ici de mon modèle et je peux éventuellement expliquer les résultats si j'avais activé l'option. Si je reviens sur la partie forecast, eh bien je peux récupérer le pipeline, le meilleur pipeline, et je peux voir les variables explicatives dans mon pipeline. Donc j'avais la vitesse du vent, l'humidité, un certain nombre de colonnes explicatives, et puis des colonnes dérivées. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai des colonnes qui ont été dérivées automatiquement à partir de la colonne date. Donc je peux récupérer le semestre, le trimestre pour chacun des enregistrements, le mois, le jour, etc. Et je peux visualiser ici les features et éventuellement faire des graphiques pour regarder la qualité de l'ajustement. On voit qu'à part peut-être sur ce seuil-là et peut-être au début, c'était pas trop mal. Et j'ai aussi la possibilité de voir la distribution des erreurs ou de regarder sur un graphique les données historiques. Et je vois qu'effectivement, la courbe bleue étant les données actuelles, la courbe verte étant le résultat de mon modèle, que l'ajustement est pas trop mal, y compris sur le changement de rupture ici, passé le 15 novembre 2019. On voit que le modèle suit bien ici ce changement de tendance. Je peux avoir les résultats sur la forme de tableau, de data frame, bien évidemment. Alors on peut aller un peu plus loin dans l'analyse. On a la possibilité d'avoir des calendriers intégrés. C'est particulièrement utile si jamais on veut taguer automatiquement des jours fériés, suivant les pays bien évidemment. Donc la capture d'écran illustre ce que ça pourrait donner sur un calendrier anglais ou américain, mais on pourra faire la même chose sur des dates fériées françaises. On a aussi des options type lag qui permettent automatiquement de laguer, c'est-à-dire de mettre des retards sur des colonnes de manière automatique, voire même de rajouter quelques informations complémentaires à l'aide d'options telles que le Target Rolling Window Size. Et ça, vous allez pouvoir le regarder dans l'exemple. Donc je fais à nouveau ici un nouveau programme, sauf que je rajoute ici mes nouvelles options, y compris ici le code pays ou la région que j'ai mis à FR, FR pour la France. Et ça me permettra de voir si les jours fériés ont un impact dans mon modèle. Ici, j'ai juste choisi 3 itérations. Donc le processus s'arrête au bout d'une minute 30, le temps de faire les 3 itérations. Et même principe, je peux regarder ici les résultats de mon modèle et je vais aller tout à la fin et je vais voir par exemple que un jour avant l'armistice 45 ou alors après ou avant, eh bien je vois que certaines variables peuvent avoir un impact. Même par rapport à l'Assomption, je vois que 2 jours après ou peut-être 2 jours avant, eh bien j'ai des impacts des jours fériés dans mon modèle. Et là, je peux regarder mon modèle à nouveau sur la forme graphique et je peux décider, c'est ce que j'ai fait à la fin, même principe, je décide de le référencer de manière à le conserver. Donc je récupère le best run, j'enregistre mon modèle, je lui donne un libellé, un nom et un libellé, je peux mettre des tags, je peux sauvegarder les métriques, j'ai décidé de sauvegarder le R2 et le RMSE et je vois que là j'ai sauvegardé cela et même principe, je vais dans mon studio, je vais dans la partie modèle et je vois l'exemple Cat AutoML Forecast qui est le nom de mon modèle. J'aurais pu choisir quelque chose d'un peu plus parlant bien sûr, je retrouve ici les métriques. Je peux voir le headpoint si jamais j'avais déployé mon modèle, mais ce n'est pas encore le cas. Et là, j'ai la possibilité de déployer mon modèle soit par du code Python, mais ça on le verra un peu plus loin, soit de le faire ici directement à l'aide de la boîte de dialogue suivante. Voilà, nous avons utilisé dans cet exemple la fonctionnalité AutoML sur une problématique effectivement de série temporelle. On a challengé automatiquement les différentes approches qui figurent ici. On a choisi automatiquement son pipeline et on a référencé son modèle qui est à ma disposition maintenant dans le repository, le référentiel de mes modèles. Et là, j'ai la possibilité de déployer mes modèles. Notez au passage que si jamais vous avez un modèle qui a été obtenu par une autre technologie, autre que CasureML, vous avez la possibilité d'importer des modèles issus d'autres technologies.
issus de scikit-learn, de TensorFlow, du XGBoost par exemple, ou de H2O, ou de pouvoir importer un modèle au format ONNX, ONNX étant un format d'interopérabilité de machine learning et surtout de deep learning. Donc si vous avez un modèle existant et que vous voulez le challenger avec d'autres modèles ou l'intégrer dans la plateforme, vous avez la possibilité d'enregistrer un modèle externe ou de référencer les modèles issus d'Azure ML. C'est ce que j'ai fait ici en référençant mon modèle de prévision de série temporelle.